juste présenter Maya Bakache, qui est pour le Cercle des économistes, qui va nous faire une présentation, une introduction à notre thématique du jour, qui est celle du sport comme relais d'intégration et d'excellence. Et vous savez qu'en ce moment, d'intégration, on en a beaucoup besoin de vivre ensemble. Et donc, Maya. Oui, merci beaucoup. Alors, le sport, ce n'est pas un sujet classique de recherche pour l'économiste. Les premiers travaux sur l'économie du sport datent des années 50, le premier c'est 56, hein. Vraiment c'est une nouvelle discipline de ce point de vue-là, et l'essor date vraiment des années 80-90. Alors ce qui nous a intéressés en économie, d'abord, c'est pas l'intégration. Les premiers sujets qui sont apparus, c'est deux sujets principaux. Le premier, le sport comme divertissement, et en particulier l'importance de la publicité dans le financement des spectacles, donc des clubs et du sport. C'est ce qu'on a appelé les marchés bifaces ou les marchés multifaces, c'est-à-dire que les spectateurs viennent voir le spectacle, les joueurs évidemment jouent pour le spectacle, mais tout ça est financé par un troisième acteur qui vient chercher l'attention des spectateurs pour vendre les produits de ce que vous voulez, et ce faisant, il finance le sport. Donc ça, c'est un grand champ de recherche en économie. Pour avoir une idée, le sport comme divertissement, c'est 1% du PIB. Donc il y a vraiment des enjeux importants financiers. Le deuxième sujet qui a intéressé les économistes, qui n'est pas non plus lié à l'intégration, c'est la question de la rémunération des joueurs, et en particulier l'extrême inégalité dans la rémunération des joueurs. C'est ce qu'on a appelé l'économie du star system, et Françoise Benamou, qui est avec nous ici, connaît bien le sujet, a beaucoup écrit sur le sujet. Donc c'est quoi l'explication simple? C'est que dans le sport, comme dans d'autres secteurs de divertissement, les talents sont spécifiques, non substituables les uns avec les autres. Et du côté de l'offre, vous avez des rendements d'échelle, c'est-à-dire qu'un même spectacle de foot, par exemple, un même match de foot, peut être vu par différents spectateurs, une multitude de spectateurs. Et donc, vous avez un effet de rémunération extrême pour ces rares talents. Donc, une différence initiale faible de talent va produire une extrême différence finale dans les rémunérations des joueurs. Ça, c'est vraiment un des grands axes de travail en économie, et très peu sur l'intégration. L'intégration, ça va être vu surtout par les sociologues, il faut être honnête. C'est les premiers à avoir travaillé sur le sujet. Et là, je dois avouer, pour revenir à notre sujet du jour, un grand consensus, et chez les sociologues, et on va le voir chez les politiques. Chez les sociologues, on a deux auteurs importants, qui sont Norbert Elias et Bourdieu, que vous connaissez certainement. Et chez Elias, il y a une grande théorisation du fait que le sport est un processus de civilisation. Autrement dit, on ramène les règles de la violence extérieure débridée à des règles sportives, et ce faisant, on les normalise, on la régule, on la contrôle. Et c'est extrêmement important dans ce processus de civilisation. Bourdieu va aussi insister sur la transmission des valeurs par le sport, et on va certainement y revenir, en particulier les valeurs de fair play, qui, dans ses mots à lui, étaient des valeurs plutôt bourgeoises. Donc, peu de travaux économiques. Alors, j'en viens à notre sujet, et j'aurai vite fait, il me reste 30 secondes, pour vous dire, hélas, que les économistes ne sont pas très optimistes sur l'effet positif du sport sur l'intégration. Et pour vous dire les choses franchement, il n'y a pas de travaux, en fait, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de mesures positives de l'impact du sport sur l'intégration. Il y a même des effets négatifs, on va certainement en parler, en particulier sur les femmes, le sport comme activité plutôt masculine. Il y a des enjeux de discrimination, il y a même des enjeux de racialisation par le sport, avec des clichés qui ressortent dans l'activité sportive. Je ne vous fais pas l'offense de les citer aujourd'hui, vous voyez à quoi je fais référence. Et donc, la vraie question, c'est que peut faire la puissance publique dans ces conditions? Et là, on ne peut que s'étonner du consensus politique, mais total, allant des années 30 avec les mouvements fascistes, jusqu'après la guerre, avec et les gaullistes et les communistes, qui tous adhèrent à l'idée que le sport est bon pour la civilisation, pour l'intégration, pour le vivre ensemble. Et donc, pour vous choquer un peu, peut-être pour démarrer le débat, comment se fait-il qu'on n'observe pas d'effets empiriques, réels sur l'intégration? Les seuls effets que les économistes observent, il y en a deux. C'est l'effet de rôle modèle, c'est-à-dire le fait que des populations non intégrées, en voyant l'exemplification de certains, que ce soit des femmes ou des sportifs d'origine immigrée réussir, c'est un rôle modèle, donc ça permet de se projeter, de s'identifier et soi-même d'être dans un processus d'intégration. Et l'autre effet positif, c'est sur l'économie des sentiments.
Il y a un travail fait par Claudia Sénic, qui est parmi nous aujourd'hui, qui montre que pendant les JO de Londres, si on regarde pendant les JO Londres, Berlin et Paris, on observe que pendant les JO, les gens sont plus heureux. Alors bon, cet effet, il est transitoire. Je ne sais pas si on va le vivre dans les JO de Paris. J'ai un petit doute pour les JO de Paris, mais voilà, c'est le résultat positif qu'on veut voir. C'est juste pour lancer le débat, mais je suis sûre que les autres intervenants seront plus optimistes que ce que je viens de vous raconter. Merci beaucoup, Maya. Effectivement, si dans 3 semaines, on peut être heureux grâce aux JO, ça sera quand même une bonne nouvelle. En tout cas, on doit commencer peut-être par vous faire une confidence quand on a échangé les uns et les autres pour préparer cette table ronde. On s'est tous un peu demandé quand même pourquoi le cercle nous demandait de plancher sur cette thématique du sport. Maya vient de nous dire qu'il n'y a pas tant d'études économiques et de conclusions. Cette thématique du sport, de l'excellence et de l'intégration. Et on s'est demandé si cette table ronde serait vraiment sous les feux de l'actualité lorsqu'elle aurait lieu. Et puis finalement, et puis si les réponses évidemment qu'on allait vous apporter allaient contribuer de manière significative au débat public cette année, aux rencontres économiques. Et puis évidemment l'actualité est venue quand même un peu nous percuter. La dissolution de l'Assemblée, les débats des dernières semaines ont révélé, mise à nu pour ceux qui ne se refusaient à ouvrir les yeux, une France, comme vous le savez, morcelée, antagonisée, radicalisée, inquiète, en colère. Et en poursuivant nos échanges avec ce nouveau paysage en fait, qui entoure notre réflexion, une évidence nous est un petit peu apparue. En fait, nous avons la solution. Nous avons les solutions. Nos débatteurs ont les solutions. Puisque le modèle politique, Renaud, a échoué, en tout cas aujourd'hui, si nous essayions le modèle sportif. Ces valeurs, on en a parlé un petit peu, l'effort, la performance, le dépassement de soi, la rétribution pour son travail, ses exploits, l'égalité des chances, le rôle modèle dont parlait Maya à l'instant, la promotion sociale, l'intégration, la tolérance. C'est de tout cela dont nous avons ce soir envie de parler avec vous. Je suis sûr qu'à travers aussi l'économie du sport, à travers les règles du jeu de la compétition sportive, le succès de son système d'intégration, nous allons vous donner les clés du rebond de l'économie. Tout ça, à nous tous. Et on va commencer avec un exemple de la porosité des valeurs du sport et de celles de l'entreprise, puisqu'on commence avec Daniel Ball. Je vous présente comment cycliste et mutualiste, voilà. Ancien président bénévole de la Fédération française du cyclisme. Vous êtes aujourd'hui donc président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale et du CIC. Et vous avez fait de la culture sportive, de ces valeurs, le moteur de la performance de votre entreprise. Expliquez-nous peut-être en quoi ces deux mondes se ressemblent et en quoi les valeurs du sport contribuent au succès de votre démarche entrepreneuriale. Je vais d'abord parler de performance, tout simplement, parce que l'entreprise recherche la performance. C'est vraiment l'objectif d'une entreprise, d'être le plus performante possible, de dégager du résultat, d'apporter la satisfaction à ses clients. Aujourd'hui, de plus en plus, de contribuer au bien commun. En tout cas, au Crédit Mutuel, nous sommes très attachés également à cette dimension. Et le sport, c'est d'abord aussi une forme de recherche de performance. Recherche de performance par rapport à des adversaires ou tout simplement de performance par rapport à soi-même. Et donc, cette dimension-là est essentielle. Après, et tout ce que vous avez dit, Christophe, dans votre présentation sur les valeurs du sport, les valeurs d'excellence, les valeurs de fair play, les valeurs de tolérance, les valeurs d'inclusion, j'y reviendrai, c'est tout à fait clair. Évidemment, l'introduction que nous a offerte Maya est finalement très pessimiste. Et vous avez dit que le sport et les activités dérivées, c'est 1% du PIB, mais c'est combien du bien-être? C'est combien en contribution au bien-être? Et ça, évidemment, j'entends bien que ça soit très très difficile à chiffrer. Contribution au bien-être dans l'entreprise, contribution au bien-être quand des entreprises aujourd'hui
favorise la pratique sportive, et nous le faisons vraiment très, très largement en installant des douches pour permettre aux salariés de venir à vélo, de repartir à vélo, de faire leur jogging pendant la pause méridienne. C'est également l'organisation de grandes compétitions, comme on en voit dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui sont des moments forts où on crée de la culture, où on crée de la valeur, où on crée de l'esprit d'équipe. Or, une entreprise, c'est également un esprit d'équipe indispensable pour la qualité de la performance. Puis c'est également le bien-être. Bon, ce soir a lieu un match de football. Ça serait quand même formidable si le 14 juillet, nous pouvions poursuivre la fête nationale par une victoire de l'équipe de France. Souvenez-vous de 98. Enfin, on s'en souvient, c'était peut-être éphémère, mais c'était très fort. Et si on a cette chance-là, je pense que surtout dans le contexte actuel, ça serait formidable pour la France, et surtout en enchaînant quelques jours plus tard avec les Jeux Olympiques. On espère que ces Jeux Olympiques seront un grand moment de concorde nationale, de joie pour les populations. Et là, la valeur du sport sera extrêmement forte. Facteur d'inclusion, mais j'ai aucun doute. Au Crédit Mutuel, nous sommes depuis toujours des partenaires de la vie sportive associative, loin des salaires extrêmement importants d'un certain nombre de stars, essentiellement du football. Et le soutien que nous pouvons apporter à l'ensemble de ce tissu associatif de base construit tout simplement de la cohésion sur les territoires, permet des rencontres qui autrement n'auraient jamais été possibles. Bien sûr, on peut dire que la culture le permet aussi, mais le sport est quand même un moyen facile de s'intégrer, de se retrouver et de pratiquer des activités, et notamment lorsqu'on est dans des pratiques par équipe. Ça construit quelque chose. Et bon, sur un terrain de sport, vraiment, évidemment, il y a des exceptions malheureuses, et de temps à autre, on les met trop en avant. On construit vraiment une cohésion et une force pour aller de l'avant. Donc j'entends bien que tout ça, économiquement, on ne va pas pouvoir le chiffrer, mais la réalité du terrain, telle que beaucoup d'entre nous le vivent, et il doit y avoir des dirigeants sportifs dans la salle peuvent le vivre, on sait que ce gain-là, il n'est pas chiffrable, mais il est cependant essentiel. Je vais encore vous donner un autre exemple sur la santé. Actuellement, la grande cause nationale, c'est bouger 30 minutes par jour. Nous sommes partenaires comme beaucoup d'autres entreprises. On le fait vivre en interne. Et dès qu'on a décidé de le faire, on a aussi dit qu'on ne s'arrêtera pas à la fin de l'année, parce que c'est pas parce que 30 minutes, faire du sport, bouger 30 minutes par jour s'arrête au 31 décembre prochain qu'il ne faut pas continuer. C'est un facteur important. Puis je voudrais juste terminer sur un point. Et ça, c'est nos équipes de RH qui nous le racontent très souvent. On a forcément, parce que le Crédit Mutuel est identifié comme étant une banque proche de la pratique sportive, beaucoup de candidatures de sportifs qui veulent venir travailler chez nous. Et très clairement, c'est un atout, même lorsque le sportif est encore en période de pratique. Donc il a besoin de temps, mais nous faisons le pari de les prendre avec nous parce que nous savons que nous avons ensuite de belles perspectives, et on a parmi nos cadres beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui aujourd'hui font partager ces valeurs du sport, la recherche de la performance, la valeur de l'esprit de l'équipe, la valeur de tolérance, et évidemment le fair play. Et un peu de fair play dans une grande entreprise, ça fait également beaucoup de bien. Merci Daniel. On poursuit les présentations avant d'ouvrir aussi du débat avec Boris Girardi, qui nous est avec nous, athlète, fondateur de Level Up. Je vous avais promis une grande bouffée d'optimisme et les clés du vivre ensemble. C'est ce qu'on va faire avec vous, Boris. Refaire société, refaire sens, puisque vous êtes un modèle de performance et de résilience. Sportif de haut niveau, fauché par la vie lors d'un accident de moto, vous êtes redevenu un athlète de très haut niveau, ultra-trailer, égérie des plus grandes marques de sport, on le voit aujourd'hui.
Vous êtes l'exemple de la performance, justement, de l'excellence et de la noblesse du sport. Vous êtes tout simplement inspirant. Et en fait, on aimerait bien que vous nous donniez le mode d'emploi aujourd'hui. Oula. Merci. Déjà, je voulais commencer par quelque chose, c'est que je suis le parfait contre-exemple de ce que Maya nous a partagé en introduction. Le sport, pour moi, je ne vous parlerai pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le sport. Je ne me serais pas tout simplement relevé s'il n'y avait pas eu le sport. Je n'aurais pas reporté ma fille sur mes épaules s'il n'y avait pas eu le sport. Voilà, je ne serais pas là. Je ne serais franchement pas là si le sport n'avait pas été là. Donc, pour moi, c'est vital. C'est-à-dire que je suis condamné à faire du sport, entre guillemets. Et quelque part, il y a quelque chose qui est essentiel, comme vous pouvez le voir, c'est de pouvoir accéder au sport. Ce que je porte là, la lame que je porte, il y a encore quelques années, ça coûtait 10 000 €. Si vous allez dans un magasin de sport et que vous dites « je voudrais une paire de baskets pour les courir », on vous dit « c'est 10 000 €, vous allez faire un autre sport ». Nous, c'est tous les sports qui sont comme ça. Donc en fait, il y a une vraie question d'accessibilité, il y a une vraie question de pouvoir accéder au sport, ça c'est sûr. Il faut le dépasser, il faut que les pouvoirs publics, il faut que les entreprises, j'ai des entreprises comme le Crédit Mutuel qui sont impliquées dans les associations, qui sont impliquées à développer le sport dans les petites structures. C'est vital en fait, c'est très important. Aujourd'hui, pour moi, pouvoir incarner le sport et la possibilité d'accéder au sport, c'est très important pour que la personne qui est dans son lit d'hôpital, qui vient d'avoir un accident de vie important, puisse se dire c'est possible. Et qui puisse toquer à la porte de n'importe quel club de sport et qu'on puisse lui dire ben oui, viens partager ce moment avec nous, viens partager nos valeurs, viens partager ce que moi j'ai toujours appris, j'ai toujours été sportif. Et quand j'ai voulu refaire du sport, j'ai été accueilli super bien, immédiatement, et sans question. Moi j'ai un pote, je suis toulousain, hein, donc j'ai un pote qui joue au stade, et que je croise dans la rue après mon accident, et il voit la prothèse, et il m'a dit « Oula, il t'est arrivé un truc ?» Et je lui dis ouais, il m'est arrivé un truc. Et puis il me dit, ça va? Ouais, ça va. Bon alors, tu viens au barbecue dimanche? Et c'était sa seule préoccupation. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a posé une question simple. Est-ce que ça va? J'ai répondu oui. Il n'a pas besoin de plus. Parce que pour lui, sportif, en fait, dire ça va, ça veut dire que je peux me réentraîner, ça veut dire que je peux tout refaire. Donc, pour lui, c'était ça l'essentiel. Et donc, on reprend la vie. Et donc aujourd'hui, s'il y a un message que je souhaite faire passer, c'est dire que le sport est essentiel. C'est le seul endroit où on peut tous y aller. On n'aura pas de regard, on sera égaux. Il y aura pas de je suis en situation de handicap, j'ai telle couleur, ou je suis gros, je suis grand, je suis petit. Non, viens pratiquer le sport. Viens faire avec nous, et c'est ça qui est essentiel. Ensuite, il y a une question, dans mon cas, de regard sur la différence. Et ça, dans le sport, c'est le seul... Je fais du surf. Je fais du surf l'été, et donc du coup, fatalement, je me change sur la plage pour aller surfer. Et c'est l'endroit où, la première fois où j'ai dû tout retirer, où là, je retire vraiment ma prothèse et on voit clairement que je suis amputé. La première fois, ça m'a gêné, c'était compliqué. Et puis, à force d'y aller, d'aller surfer et de voir le regard des gens qui disaient ouais, ok, il lui manque un pied, mais il surfe. Ça m'a permis de dépasser aussi cette image. J'ai un petit jeu à faire, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que la différence et quel regard on porte sur le handicap. Aujourd'hui, vous me voyez sans pied, avec une prothèse, elle est impressionnante, c'est visible. Effectivement, on a du mal à se dire, tiens, ce gars-là, il fait des marathons en montagne, et voilà.
En fait, le regard que vous avez sur le handicap, il est un petit peu trompé par des préjugés qu'on a tous, qui nous permettent de réfléchir plus vite. Mais je vais vous montrer un petit exemple de regard sur le handicap. Daniel, vous pouvez retirer vos lunettes, s'il vous plaît? Est-ce que vous arriveriez à lire un petit texte par là? Donc, il est en situation de handicap, et ce qu'il tient dans sa main, c'est une prothèse. Et finalement, est-ce que vous l'avez regardé comme une personne en situation de handicap? Non, pas du tout. Vous n'y avez même pas fait attention. Vous ne vous êtes même pas posé la question. Finalement, je ne suis pas si différent que ça. J'ai une prothèse, si je l'enlève, je ne peux pas marcher. Si je la remets, je peux marcher, je peux courir, je peux faire plein de choses. Donc on voit bien que le regard est super subjectif dans la société, mais il disparaît complètement quand on fait du sport. C'est quelque chose qu'on ne regarde plus du tout. Je fais de la sensibilisation dans les écoles et les enfants, au bout de 30 secondes, ils ne regardent plus du tout la prothèse. Plus du tout. Pour eux, je suis Ironman et alors tu fais quoi et tu fais comment et tu montes comment, et etc., etc. C'est ça les valeurs du sport. C'est ça qu'on peut aller rechercher dans le sport. Et effectivement, d'un point de vue économique, c'est un peu spécial à étudier, je pense. Mais je fais de la recherche et développement avec Salomon pour rendre les outils accessibles. C'est-à-dire, je fais du ski de randonnée, par exemple. Ça n'existe pas aujourd'hui, le pied de ski de randonnée n'existe pas. On développe plein de choses pour les rendre accessibles. Ça, c'est économiquement parlant, c'est zéro pour Salomon. Ils perdent de l'argent avec moi. Mais en revanche, en développant des choses avec eux, ils se sont aperçus qu'en travaillant sur ces projets, l'entreprise, en fait, s'est mise à communiquer à l'intérieur de l'entreprise, ensemble. Il y a des départements qui ne travaillaient pas ensemble, qui se sont mis à travailler ensemble. Ça a été source de performance pour la société. Ça a été source de meilleure communication pour la société. Ça a été source de réflexion. Et aujourd'hui, il y a des chaussures qui sortent sur le marché qui ont été développées à la base pour me permettre de courir sur de la glace. J'ai des idées un peu dingues, mais c'est comme ça. Et donc aujourd'hui, si vous allez sur le site de Salomon, vous pouvez trouver une paire de chaussures, pour vous, valide, qui vous permettra de courir dans la neige et la glace. Et en fait, c'est parti d'une innovation parce que avec ma lame, je ne pouvais pas courir dans la neige et la glace. Et donc, on a développé quelque chose et finalement, on l'a mis sur des chaussures pour valide. Donc, on voit que finalement, il y a une économie, qu'elle est possible. Il faut juste l'ouvrir, il faut juste avoir un écran de pensée large, un champ des possibles le plus large possible. Voilà. Merci beaucoup Boris, on revient vers vous tout à l'heure évidemment. On est avec Stéphane Pallez, la PDG de la Française des Jeux. Et là encore, avec vous Stéphane, on a un formidable exemple de la porosité entre le monde du sport et les valeurs du sport et celui de l'entreprise. Boris vient de nous l'expliquer très longuement, toutes les porosités, toutes les échanges en fait, de valeurs et d'idées et de technologies. Mais d'abord, pour vous, Stéphane, d'abord le sport fait partie de vos cibles commerciales avec les paris sportifs, notamment. Et puis ensuite, parce que vous avez fait de l'investissement dans le sport une partie de votre modèle de croissance durable et responsable. Notamment, vous sponsorisez une équipe d'athlètes paralympiques, 19, je crois. C'est ça? Non, 9. Je vais expliquer après, je vais revenir dessus. Voilà, expliquez-nous peut-être effectivement comment ça fait partie de vos engagements et de vos valeurs. Alors peut-être, déjà moi ce que je voulais dire c'est que finalement, malgré l'introduction qui nous expliquait qu'on s'interrogeait encore sur les effets économiques, moi en fait, je suis très optimiste, comme d'ailleurs mes voisins, sur les effets économiques, parce que je pense que ce qu'on est en train de tous se dire, c'est que le sport c'est un fait social, que en fait, ça irrigue énormément la vision qu'on a de la société, la vision qu'on a de comment est-ce qu'on peut se projeter dans la société. Qu'en fait, alors j'allais dire, c'est politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que et donc en réalité, je pense que c'est très compliqué à étudier, mais je pense qu'en revanche, c'est extrêmement positif sur l'ensemble de la société. Alors pourquoi
d'une certaine manière, c'est donc finalement avec cette vision que même alors que le secteur des paris sportifs n'était pas encore développé, parce qu'en fait la Française des Jeux s'est mise à investir dans le sport il y a 40 ans en fait. Donc ça fait 40 ans. Bon, déjà que grâce à un très bon impôt qui est sur une partie de nos mises, nous finançons l'Agence nationale du sport qui, comme le savent les spécialistes, à la fois finance le sport de performance et aussi le sport sur l'ensemble du territoire, l'accès au sport sur l'ensemble du territoire, et on pourra en parler beaucoup. Et la Française des Jeux, depuis 40 ans, finalement, a développé au-delà de cet impôt, et encore une fois, il y a des très bons impôts quand ils sont bien utilisés, donc a développé une action dans le sport parce qu'effectivement, on pense que ça va avec notre vision de l'entreprise, qui est qu'une entreprise, en fait, pour être vraiment une entreprise avec une croissance durable et qui est dans la société au sens positif, eh bien, elle doit avoir un impact et que le sport fait partie probablement des leviers par lesquels on peut avoir le plus d'impact. Et alors, il y a énormément d'exemples qu'on pourrait citer. Donc, si j'en cite quelques-uns pour la Française des Jeux, par exemple, on pense qu'effectivement, le sport, c'est un levier pour l'intégration. Alors moi, je pense que l'intégration, ça a des effets économiques. Et quand on finance l'Académie Diomède, je ne sais pas si Bernard Diomède et son épouse sont dans la salle, Bernard Diomède étant, comme chacun sait, un grand footballeur de l'équipe de France qui a gagné en 98, donc qui crée son académie. Et qu'est-ce qu'il fait? Grâce au sport, en fait, il prend des gamins dans des quartiers qui sont des quartiers de la politique de la ville et il les met, il leur fait faire un parcours scolaire qui fonctionne puisqu'ils ont 2 meilleurs résultats au bac que la moyenne nationale, 2 meilleurs résultats au brevet que la moyenne nationale, 75% d'entre eux sont intégrés professionnellement alors que dans leur quartier, il n'y a que 45% des jeunes de la même catégorie. Donc, alors ça, c'est peut-être pas de l'économie, mais à mon avis, ça doit quand même avoir des effets économiques parce que je pense que l'éducation, pour le coup, les économistes sont d'accord pour dire que élever le niveau d'éducation de la population, ça a des effets économiques et surtout quand, encore une fois, on parle d'une population qui, effectivement, a des difficultés à accéder à l'éducation, à l'emploi. Donc ça, c'est l'intégration. Alors, on pourrait parler effectivement de l'inclusion. Donc, dans l'inclusion, on peut effectivement parler du fait que depuis toujours, nous finançons des grands athlètes, aussi bien olympiques que paralympiques, parce que comme ça a été dit, en fait, le sujet, c'est pas d'être olympique ou paralympique, c'est d'être un athlète. Donc, quand on finance des athlètes dans la durée, ce qu'on fait là aussi depuis presque 40 ans, évidemment pour les Jeux olympiques, eh bien, on choisit 52 athlètes, olympiques et paralympiques. Il y en a presque 30 qui sont qualifiés pour les JO parce qu'on les a soutenus dans la durée. Les 9 athlètes paralympiques de cette équipe sont tous sélectionnés pour les JO. Donc en plus, ils sont encore plus performants que les autres. Donc, et alors moi, je pense qu'il y a un truc qui est effectivement, qui a été d'ailleurs dit au début, qui est très fort dans la société, c'est les rôles modèles. Moi, je pense que pour l'ensemble d'entre nous, et notamment pour des jeunes qui ont des difficultés à se projeter dans des modèles de réussite, de promotion, moi je pense que les sportifs jouent un rôle absolument essentiel. Et d'ailleurs, ça a été dit par d'autres que moi mieux, qui disaient « Et si la France ressemblait davantage à son équipe de foot ?» Parce qu'elle a 2 caractéristiques, cette équipe de foot, notamment. L'une, c'est qu'elle est fondée sur la méritocratie pure, c'est-à-dire que si on n'est pas le meilleur, on n'est pas dans l'équipe de foot. En tout cas celle qui est au meilleur niveau. Et deuxièmement, elle a des rôles modèles que n'ont pas d'autres professions. Et donc moi je pense que pour l'inclusion et pour avoir une société civilisée, puisqu'on parlait de civilisation, à mon avis, ça a aussi un effet. C'est peut-être pas facile à mesurer pour les économistes, mais je pense que ça marche aussi. Puis je vais citer un 3e exemple, parce qu'il me tient un petit peu à cœur, et que ça a été évoqué aussi, qui est que, à travers le sport, on peut promouvoir quelque chose qui s'appelle l'égalité homme-femme.
et je pense qu'on y est tous attachés. Donc simplement, comme sur d'autres sujets, par exemple, comme dans les conseils d'administration, il faut faire un petit effort. Donc moi, quand je suis arrivée à la Française des Jeux, on m'a dit on a une super équipe cycliste. J'ai dit c'est génial, c'est un sport populaire, on a nos clients au bord de la route. J'ai dit on va peut-être avoir aussi une équipe cycliste féminine, et puis on va militer pour avoir un Tour de France pour les femmes. Voilà, et tout ça, c'est arrivé. Donc on peut aussi, à travers ça, créer des rôles modèles d'égalité. Et je peux vous dire qu'il fonctionne très très bien, d'après les témoignages que j'ai. Et je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas être trop longue. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Alors on a un autre sportif avec nous. Toujours ceinture noire de karaté. Toujours Renaud Muselier. On ne me l'enlève pas le titre, hein. C'est comme le titre de docteur, hein. Je l'ai été, champion de France de rugby, champion de France de karaté, docteur en médecine et ministre. Ouais, voilà. Et aujourd'hui donc président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec grosse pression aujourd'hui, parce que d'abord au Conseil régional vous avez quand même réussi à avoir une majorité qui va peut-être ressembler à celle de demain, des écolos jusqu'aux LR les plus radicaux. Enfin on va en parler un peu plus tard, mais c'est intéressant. Il se passe des choses. Et puis ensuite, gros enjeu aussi, parce que la région est très investie dans le sport, et puis surtout, vous avez promis des JO d'hiver. Donc là aussi, alors, on va réunir toutes ces valeurs, non? Alors, moi, je ne suis pas du tout comme les deux présentateurs négatifs. Hein. Voilà. Bon. Je suis plutôt comme le reste de la tribune positif. Voilà, ça, c'est la première chose. J'étais très positif. Oui, en disant que les politiques, ils avaient tout raté. On va peut-être l'aborder. On verra dimanche. Non, ça n'a rien à voir avec dimanche. On va peut-être voir, parce que tu as eu l'élégance de dire que j'avais fait 57% des voix. On va y revenir peut-être. Mais dans tout ce qui a été dit, en réalité, il y a sport et éducation. Avec les valeurs du sport, respecter l'adversaire, ce que ça représente comme effort personnel aussi pour respecter soi-même, pour avancer. Il y a sport et performance. C'est-à-dire que est-ce qu'on fait de la performance quand on fait du sport ou on le pratique simplement comme petit licencié ou simplement comme promenade? Il y a sport et intégration, en disant est-ce que c'est un rôle essentiel là-dedans. Il y a sport et finance, enfin économie, avec les retombées du sport, grands événements ou non, avec ce que ça représente. Il y a bien sûr sport et politique, puisque tu es des cathèses dans bon, ben, moi, on verra dimanche, mais moi j'ai été réélu ici dans la région avec une démarche qui est de dire voilà le projet politique que je vous propose, des Verts aux gaullistes. Hors extrême, ben, à la sortie, j'ai gagné avec 57% des voix. Là, aujourd'hui, c'est un peu différent au niveau national. Au premier tour, on choisit, au deuxième tour, on élimine, et puis on va voir ce qui va sortir. On voit bien que déjà, il y a une tendance qui s'est beaucoup redressée entre les deux tours. Mais je ne suis pas là pour parler politique par rapport aux élections de dimanche, puisqu'on a modifié les journées économiques d'Aix pour pouvoir les voter. Donc faites ce que vous voulez. Premier tour, vous choisissez. Deuxième tour, vous éliminez. Moi, je suis contre les extrêmes. Après, maintenant, faites un peu ce que vous voulez. Mais bon, je vous ai donné quelques pistes de réflexion. En ce qui concerne le sport, moi, j'ai grandi dans les cultures du sport. J'ai pratiqué sur les tatamis, sur les terrains de rugby, des sports individuels ou des sports collectifs. Ici, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a un habitant sur 5, c'est 1 million de licenciés, quand même licenciés. On a plus de 50% de la population qui pratique le sport de façon régulière. C'est énorme. Est-ce que ça nous a réglé les problèmes des banlieues? C'est non, hein? Peut-être que les licenciés ou les pratiquants vont eux-mêmes acheter dans les banlieues leur saloperie pour arriver à se doper. Non mais il faut bien qu'ils les vendent quand même, il faut bien qu'il y ait des gens qui les achètent. Si j'ai un habitant sur 2 qui fait du sport, j'ai quand même des points de deal. Donc on ne peut pas tout mélanger. Sur le volet économique, moi bien sûr j'aime le sport, j'aime l'économie. Donc sport et santé, on n'en a pas parlé, mais tu as abordé le problème, c'est tout aussi important. On se retrouve dans une situation, nous et moi à la région, nous nous appuyons en permanence sur les grandes dimensions sportives internationales pour dire que ça va nous aider. Ça va faire monter des petits sports, ça va monter d'autres gros sports. Il y a le collectif, l'individuel. Et on voit bien aussi que quand on gère, en tant qu'élu, au Vélodrome, 60 000 personnes pour un match de rugby, vous êtes moins inquiet que quand vous avez 60 000 personnes pour un match de foot. Voilà. Globalement, ils vont boire, chanter, danser après parce qu'il y a la culture à la troisième mi-temps.
Les autres, ils vont vous casser le quart avant, ils vont vous le casser le quart après, ils vont vous attaquer le bar après. Donc, quand vous êtes élu, c'est important. Pourtant, vous avez une communion dans le stade autour d'un sport magnifique, quel qu'il soit. Et on voit bien que le peuple de rugby, par exemple, n'est pas le même que le peuple du football. Très bien. Mais quand vous dites, on a à Paris, est-ce que va se passer les Jeux Olympiques? Enfin, c'est fantastique pour Paris. C'est fantastique pour la France. Quand j'entends certains de mes amis parisiens qui me disent « Oh, je vais quitter Paris », moi, ben, écoute, quitte Paris, ils viennent du monde entier, file-leur ton appart, tu vas en profiter. C'est quand même une chance incroyable d'avoir eu la capacité, et c'est le président de la République, c'est le monde sportif, d'avoir la Coupe du monde de rugby, qui a amené quand même beaucoup d'argent. Et dans la région, nos matchs ici, c'est quand même plus de 400 millions pour nos 10 matchs. Hein. Bar, café, hôtel, restaurant. Et moi-même, étant pratiquant du rugby, étant très proche de la fédération, nous avons eu les Australiens, non, les Sud-Africains qui étaient sortants gagnants et qui étaient à Toulon. Ça nous a rempli Toulon. Et comme ils étaient sortants gagnants, ils ont été sortis gagnants aussi. Donc comme ça, eux, ils gardent un bon souvenir de la France. Enfin, c'est 400 millions de retombées directes. Directes, ici, dans la région. Quand on se bagarre pour avoir la voile à Marseille, j'avais en charge à la mairie de Marseille, auprès de Jean-Claude Gaudin, cette mission. On avait en face de nous les mecs de La Rochelle, là, tous les prétentieux qui font très bien de la voile. Mais enfin, c'est nous qui avons eu la voile ici à Marseille. Non mais vous rigolez. Mais qui aurait pensé une seule seconde que les Jeux Olympiques auraient été validés pour que ce soit Marseille qui les ait? On s'est battus comme des fous pour l'avoir. Et on les a doublés, les Bordelais et les Rochelois. Très bien. Et les Bretons, paf, ils l'ont pas eu. Nous, on l'a eu. Mais c'est énorme, parce que nous allons avoir 40 millions d'euros d'investissement sur la base nautique. Nous refaisons la totalité de toutes les bases nautiques et navales de la région où on met un plan de 40 millions d'euros. On sponsorise les sportifs et on va se retrouver avec des milliers, voire des millions d'heures d'antenne pour notre région. C'est incommensurable comme niveau. C'est pas parce qu'on a des matchs de foot que ça va changer grand-chose, très honnêtement. Le foot, bon, on y va tout le temps. Mais pour autant, la voile, c'est pas pareil. Et quand vous avez les athlètes qui s'entraînent et qui sont déjà entraînés dans les championnats du monde qui ont eu lieu et ce qui se passera encore après, ça vous fait une économie secondaire très forte, directe et indirecte, plus une image très forte. Donc ces grandes manifestations sont très importantes. Même appel sur les Jeux Olympiques d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver, j'adore le ski, je suis de la montagne, je voulais être moniteur de ski, voilà, très bien. Est-ce que je skie bien ou est-ce que je skie mal? Par rapport à un citadin, je skie très bien. Par rapport à un montagnard, je suis un peu derrière. Bon, pour autant, quand j'étais petit, moi, j'ai grandi dans la vallée de Dubaï. Je skiais avec Carole Merle, 8 globes. Moi, j'ai grandi avec Killy, avec Barnier, qui avait organisé les Jeux Olympiques, politiques et donc sportifs aussi. Donc je me suis toujours dit, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur peut les avoir. Il y a 2 ans, au vœu, sans le dire à mes collaborateurs, en le disant à personne globalement, on est plus sûr de réussir son truc, pas toujours. J'ai dit, on va organiser les Jeux Olympiques dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'hiver. Mes amis m'ont dit, tu es gentil, on t'adore, Renaud. Enfin, qu'est-ce qu'il n'y a même pas fait des champions du monde? On a des champions, des vrais grands champions, hein. On a Sarrazin qui vient de ramener toutes les médailles. On a de la neige, des chalets, des pistes, un savoir-faire. Mais on a toujours été disqualifié parce qu'on n'a jamais osé se présenter. Donc on s'est présenté. On a passé tous les obstacles, le CNO, on est arrivé au CIO, on dit bon, écoutez, la France peut l'avoir, mais il faut que vous entendiez avec les Alpes du Nord. Donc je suis allé voir mon ami Laurent Wauquiez, avec qui on était un peu en froid parce qu'on avait un problème politique. Mais si on ne se mariait pas, on ne les aurait pas eus, les Jeux. On s'est mariés, et ses amis du Nord, qui bien entendu détestent le Sud, parce que soi-disant on est du Sud, ils nous expliquent, mais dis-moi, Laurent, tu peux gagner sans nous, sans eux plutôt. Puisque nous, on a les descentes, on a les skis, les tremplins, les bobs, les machins, les trucs. Et j'ai dit, oui, mais tu peux perdre sans nous, parce que moi, je n'enlèverai pas ma candidature. Donc on a partagé les médailles. Mais en partageant les médailles et en présentant la candidature des Alpes françaises, pour la première fois, et peut-être la dernière d'ailleurs, les Alpes du Sud vont avoir les Jeux Olympiques, avec la moitié des médailles, la cérémonie de clôture, avec la glace, avec tous les sports, là, vous savez, les sports de jeunes, vous sautez dans tous les sens, vous faites du skate, bon, tout ça, ok. Mais tout ça, c'est immédiatement très très fort pour l'image de la région. Ce qui fait que mes stations de ski, pour ceux qui ne croyaient pas, ils disaient, mais Renaud, va te faire voir, je m'en fous. Maintenant, ils me disent tous comment je pourrais avoir les anneaux. Hein. Alors, dans la vie politique, quand même, on a des choses assez intéressantes. C'est-à-dire que
On a réussi à battre les Suisses. On a réussi à battre les Suédois. On a réussi à repousser les Américains de 2030 à 2034. On a une signature du président de la République et du Premier ministre, M. Attal. Mais il faut qu'on présente au CIO la signature définitive, parce qu'il y a quand même des investissements à garantir. Et donc, j'attends le Premier ministre futur pour faire en sorte que quand même toute cette démarche de politique avec le CNO, et donc quand on dit que les politiques ne servent à rien, si on n'avait pas voulu, on ne les aurait pas eues. Et si on ne les a pas, ça sera à cause d'eux. Et si on les a, ça sera grâce à eux. Voilà. Et donc, c'est pour les athlètes. C'est pour montrer nos montagnes. Ça va nous faire aussi, et je ne l'ai pas rappelé, mais le sport avec des grandes manifestations nous permet d'aménager notre territoire. Quand j'ai des difficultés avec mes amis du 05, c'est-à-dire les Hautes-Alpes, ils me disent bah, pourquoi on fait les Jeux? Et je dis pourquoi on fait les Jeux? Parce que si tu mets aujourd'hui en train 5 heures pour faire Marseille-Briançon, et que dans tous les contrats de plan de réaménagement du territoire, systématiquement, cette ligne est exclue du contrat de plan parce que vous n'êtes que 100 000 et qu'il faut faire des grands travaux autour de Marseille, de Marseille-Fosse, où on est 800 000. L'arbitrage financier, quand il n'y a pas d'argent, fait en sorte que vous ne pouvez pas l'avoir. Si vous avez les Jeux Olympiques, vous allez remettre le train de nuit pour Paris, vous allez refaire la liaison sur Grenoble et vous allez descendre à Marseille en 3h30. Ce n'est pas la même musique, hein. Et là, on a des sports, des jeux qui aménagent le territoire en le décarbonant et qui valorisent le territoire. Donc, j'ai été peut-être un peu long, mais le sport, en tout cas, est dès le départ, le plus tôt possible, ceux qui ont fait du sport, toujours, respectent les autres parce qu'ils ont appris à se respecter eux-mêmes. Respectent leurs entraîneurs et ont appris à souffrir pour faire l'entraînement, pour essayer d'arriver à un niveau collectif, de quartier, hein, de compétition de quartier. Mais ils ont appris à faire ça. Et que nous avons 11 000 clubs hein, dans la région. Et donc il faut en permanence rappeler que par le sport en tout cas, on appelle et on rappelle des valeurs républicaines qui sont indispensables pour la suite. Et globalement quand même en plus. Les sportifs, hein, ils sont malins, ils sont intelligents, ils sont vifs comme l'éclair, ils ont souvent des belles reconversions. Il ne faut pas les prendre pour des ânes. Et tous ceux qui disent, ceux qui ont fait du sport, ils sont limités parce qu'ils ont fait moins d'études, que ceux-là se méfient parce que le sportif, il va gagner le match à la sortie. Voilà. Bon, Renaud s'est bien défendu. On se connaît depuis longtemps. C'est pas une critique. Tu ne m'as pas attaqué. Là, j'ai simplement expliqué. Voilà. Peut-être aussi, Maya, les économistes ont été sérieusement épinglés au cours de ce débat sur le thème. C'est bien. Vous avez pris les mauvais calculs. Non, c'est bien, je suis contente, il y a enfin du débat. Moi, depuis ce matin, j'attends qu'il y ait du débat dans les tables rondes. Voilà. Et on s'attendait à une table ronde un peu lignifiante, comme ça, on était tous d'accord. C'est bien aussi de rentrer dans le fond. Qu'est-ce que je retiens de ce qui a été dit? Je retiens que, avant de parler de l'impact du sport, le sport, c'est aussi une qualité de vie, hors des enjeux économiques, d'intégration, de croissance et tout ce qu'on veut. Et vous avez cité, Président Muselier, le nombre de licenciés. Effectivement, sur la France, on a 18 millions de licenciés. Donc c'est extrêmement important dans le quotidien des Français, ça, il n'y a pas question là-dessus. Je retiens aussi l'importance de la qualité de vie au travail, qui est un point extrêmement important d'attractivité des salariés dans l'entreprise, de qualité de l'emploi, etc. Et je retiens aussi l'importance des infrastructures publiques, c'est-à-dire que le sport, comme d'autres secteurs, comme l'art par exemple, c'est également une politique publique d'infrastructures, de dépenses dans les quartiers, de dépenses de revivification de la vie urbaine. C'est une politique de la ville en réalité. Donc tous ces enjeux-là, les économistes sont complètement d'accord avec vous, il n'y a pas de sujet. Sur les enjeux de mesure du bien-être, là aussi, on a des économistes qui travaillent sur ces questions-là, et heureusement que c'est pris en compte. Là où peut-être la question se pose, c'est à quel moment on a des rôles modèles, des figures incroyables et très inspirantes comme vous, et à quel moment on bascule de ces cas à réellement une politique macroéconomique d'intégration, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est ça une des solutions possibles aux soucis d'intégration, aux solutions d'intégration? Donc l'existence du rôle modèle, je crois, on est tous d'accord, de figures exemplaires, on est tous d'accord. Comment on emporte maintenant? Et pour finir sur la citation que vous avez citée, Madame, effectivement, en 1998, le ministre de l'Intérieur de l'époque avait dit « Zinedine Zidane avait fait plus pour l'intégration en France
que l'ensemble, que 20 ans de politique de la ville. Donc espérons là que les enjeux sportifs qui nous attendent nous gardent dans cet esprit républicain et pluriel. Merci Maya. Peut-être quelques mots sur aussi la manière dont le sport et la pratique sportive, on parle beaucoup souvent de marque employeur, renforce l'attractivité de vos entreprises parce que vous mettez le sport à l'honneur. Peut-être Stéphane, un mot. Oui, non, mais la réponse est oui, ça fait partie de la marque employeur de la Française des Jeux, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'était assez amusant parce que quand on est devenu sponsor des JO, en fait, on n'est pas le plus grand sponsor des JO parce qu'on n'est pas la plus grosse entreprise française, mais tout le monde pense qu'on est un des plus grands sponsors parce qu'en fait, tout le monde sait qu'on est une entreprise qui investit dans le sport depuis 40 ans. Donc, et quand on se tourne vers nos salariés, eh ben, on se rend compte que ça fait partie des choses qui les attirent dans l'entreprise, qui ont une image positive. Et puis après, les salariés, ils sont au rendez-vous, notamment pour les JO. Par exemple, pour les JO, il y a donc un marathon qui est ouvert donc à tous. Il y a un grand marathon populaire. Et donc, nous, on a quand même eu 200 personnes qui voulaient courir le marathon. On a été obligé d'en sélectionner que 53. Mais donc, il y a une vraie... il y a un vrai entraînement sur ce sujet. Donc, quand on parlait de performance tout à l'heure, on voit que les salariés de la Française des Jeux, en fait, le sport fait partie de leur vie au travail et de la manière dont ils sont ensemble bien au travail. Parce que l'entreprise, c'est aussi un lieu de socialisation, de vivre ensemble. Et le sport en fait clairement partie. Donc oui, moi je pense que ça fait partie de la marque employeur. Et ça aussi, ça a des impacts économiques, bien sûr. Daniel. Je partage complètement. C'est aujourd'hui pour une entreprise, avoir cette dimension de reconnaissance dans le monde du sport attire à l'évidence les talents. Et ensuite, lorsqu'on est dans la vie de l'entreprise, bien sûr, et nous le faisons beaucoup, nous favorisons la pratique du sport au quotidien par des associations sportives qu'on soutient. Nous avons organisé au mois de mai à Strasbourg une manifestation qui a réuni 1500 collaboratrices et collaborateurs venus de la France entière dans 18 disciplines sportives. Ça a été 4 jours absolument extraordinaires dont les gens parlent toujours et le nombre de messages de remerciements que j'ai eus parce que nous avons organisé ça est impressionnant. Mais il y a aussi une autre dimension qui est que les salariés peuvent se reporter dans la qualité de la performance de sportifs qu'on soutient. Je vais donner 2 petits exemples. Nous soutenons un skipper qui évolue en classe 40. Ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est très, très, très intéressant, qui s'appelle Yann Lipinski. Il est actuellement en train de participer à Québec-Saint-Malo. L'engouement que ça génère en interne est extrêmement fort. Et tous les jours, on regarde quelle est sa position, on parle de ça, et c'est très positif. Ensuite, nous avons une de nos filiales qui s'appelle Cofidis. Inutile de vous dire que pendant ce mois de juillet, on regarde constamment les performances. Et lorsqu'on est filiale, lorsqu'on a une équipe qui s'appelle Cofidis, on est en plus dans la caravane publicitaire du Tour de France. Et c'est un concours entre les salariés pour savoir qui aura le droit d'être dans cette caravane publicitaire, alors que dans d'autres entreprises, on est obligé de faire appel à des vacataires qui viennent d'ailleurs. Donc la force du sport, j'en doute vraiment pas, et c'est vraiment un moyen de cohésion, de renforcement de la valeur de l'entreprise et par conséquent de la performance. Parce que, in fine, je reviens à ce sujet, j'ai commencé par cela tout à l'heure, une entreprise se doit bien entendu d'être performante et le sport est un moyen d'acquérir cette performance. Boris, tout à l'heure, vous nous avez parlé de la manière dont vous changiez les valeurs de l'entreprise aussi, notamment dont vous êtes l'égérie. Est-ce que vous avez remarqué que votre présence, votre impact change aussi la manière dont les gens travaillent dans l'entreprise, notamment Salomon, que vous représentez? Oui, tout à fait. En fait, ça a bouleversé même l'ordre de leur vision. J'ai la chance de collaborer avec le board au développement et à la vision Salomon dans 10 ans, 20 ans. Et c'est complètement intégré aujourd'hui le rôle inclusif, évidemment, chez Salomon, on a beaucoup d'employés sportifs
et on va tester des choses. Donc c'est une entreprise qui est tournée vers le sport, mais qui est eux-mêmes pratiquants de sport. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui sont employés. Et le fait d'avoir fait des recherches, comme je le disais tout à l'heure, sur le développement des outils pour que ça coûte moins cher de pouvoir accéder au sport, et de pouvoir accéder au sport de manière globale, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes en situation de handicap, etc. Cette réflexion a amené toute l'entreprise à repenser autrement. Je collabore avec un universitaire qui fait de la recherche en sciences humaines. Les entreprises d'innovation qui font de l'inclusion, c'est 35% de performance en plus. C'est colossal, hein. C'est vraiment colossal, parce que ça oblige, parce que c'est des questions qui obligent en fait à penser autrement. Et cette action en fait amène des réflexions au sein des entreprises, et tout le monde doit collaborer, et tout le monde doit être uni. Au même titre qu'on parlait tout à l'heure d'équipe au rugby, aux cyclistes, on doit être ensemble, on doit être performant ensemble en fait. Seul on va vite, ensemble on va loin. Et ça, j'y crois très fortement. Merci beaucoup. Avant de laisser le mot de conclusion à Maya, peut-être qu'on peut revoir les calculs du début. On verra ça dans un instant. Je ne résiste pas, comme au plaisir, de réinterpeller Renaud, parce qu'il y a une question auquel tu n'as pas répondu. C'est est-ce qu'on peut appliquer le modèle PACA dans quelques jours au pays? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire cette coalition de gens raisonnables, entre guillemets? Tu sais que la PACA n'existe pas. Ici, on a la Provence, les Alpes, la Côte d'Azur. On n'est pas les Pacayens. On est des gens du Sud. Donc voilà, on est sudistes. Voilà, on est des Marseillais, Provençaux, Aixois, Tropéziens. On n'est pas des Pacayens. C'est pas la question, hein. Non, mais c'est la réponse. Après, dans la région, moi j'ai toujours fait mon engagement politique. Moi, je suis un homme de droite qui additionne. C'est ma culture. Et dans cette culture, le projet politique que j'ai présenté à nos habitants, c'était un projet politique qui partait justement, mais dans ce projet politique, j'avais fait un choix, aucun parlementaire, d'aucune famille politique, et des élus locaux, ou non, qui représentaient des familles politiques raisonnables. Parce qu'il y a des Verts qui sont pour moi des dingues, et il y a des Verts qui sont raisonnables. Et quand tu les écoutes, tu progresses. Ceux qui sont contre tout, c'est un problème idéologique. Ceux qui t'expliquent comment on va décarboner, réindustrialiser en décarbonant, en passant à une autre énergie, ça m'intéresse, c'est pas ma culture, ça m'intéresse. Donc il y a une proposition derrière cette démarche-là. Et donc on a, dans ma majorité, où on a fait 75% des voix, on a 14 composantes politiques. 14 composantes politiques qui sont parties avec moi, j'étais l'incarnation, derrière cette colonne politique qui est la mienne, qui fait en sorte qu'on a fait un projet politique qui était clair vis-à-vis de la population. Le deal, il était clair, en fait. C'est donc cette présentation et ce programme-là que j'ai fait. Là, c'est très différent au niveau national. C'est qu'au niveau national, là, tu te retrouves avec des familles politiques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, notamment pour la gauche, entre M. Glucksmann, M. Mélenchon, M. Hollande et M. Poutou, on se rend bien compte que c'est une addition de trucs bizarres quand même, hein, On voit bien que sur l'extrême droite, eux, ils sont très mobilisés, très contraints, et que nous, on est dans une situation un peu complexe parce qu'on était un peu surpris nous-mêmes. Bon, donc du coup, tu vas te retrouver à l'Assemblée, j'espère avec quelque chose qui ne sombre pas dans l'extrême droite et qui fera en sorte qu'on aura l'obligation de se parler. Pourquoi je dis que c'est important l'obligation de se parler? Je pense que dans le passé, on a fait une énorme erreur en réalité, c'est la fin du cumul des mandats. Pourquoi? Parce que dans nos mairies, bon, on est élu sur une liste, mais on traite nos problèmes et on discute ensemble en disant bon, comment on fait pour régler le problème du rond-point, de la déchetterie, du traitement des déchets. C'est d'accord. Bon. Quand on est dans des départements, dans nos régions, on discute de ces problèmes-là là-bas dedans. Mais quand on est dans le national et qu'on n'a pas d'expérience locale, en fait, parce que tous ceux qui sont là-haut, ils n'ont pas d'expérience locale. Ils sont arrivés par le fruit de leur désignation, par leur appareil politique, sans expérience locale, sans avoir les pieds dans le local. Donc ils sont derrière leur idéologie. Et donc ils ne se parlent plus. Et je vous donne un exemple très simple. J'étais premier adjoint au maire de Marseille longtemps, j'étais patron du RPR, et donc, on travaillait ensemble avec les UDF. À l'époque, c'est RPR-UDF. C'est vieux, hein, bon. RPR-UDF. Et on se parlait, on traitait nos problèmes ensemble, on essayait de faire avancer la ville, tant bien que mal, et c'était notre choix. On arrivait à l'Assemblée, on était tous députés, et avec nos responsabilités locales en tant qu'adjoint au maire. On ne se parlait plus à Paris, hein.
les UDF étaient de leur côté, les RPR étaient de l'autre. Et donc on a une culture ici dans ce pays qui fait en sorte qu'elle n'est pas la culture européenne où on fait des majorités de projets après discussion. Et nous, on est dans l'affrontement permanent à l'Assemblée. Et donc ça, il va bien falloir, là, en fonction de ce qui va arriver, qu'on réapprenne à s'écouter, à se parler et à avoir des cultures de projet. Vaste chantier, mon ami. Vaste programme. Mais donc, c'est un peu différent de ce qu'on a fait au niveau régional, mais je crois que c'est obligatoire pour notre démocratie pour apaiser le débat. On voit bien les tensions qu'il y a partout, les inquiétudes multiples et variées, et donc il faut apaiser. Un mot de conclusion avec vous, Maya. Juste peut-être, on était sur 1% du PIB, on est passé à 10% là, pendant l'heure de débat, non? La contribution du sport à l'économie, non? Non, on est passé à 80% de bien-être, mais toujours 1% de PIB. Non, voilà, peut-être pour conclure, de vous remercier à tous, le temps est écoulé, de vous inviter à voter dimanche et de tous espérer qu'on saura débattre dans la différence, mais dans le respect. Voilà. Et vive le sport. Merci à tous.